au fond, que la personne trouve ça fabuleux ou absolument nul, c'est pas un problème quelque part. C'est-à-dire que, au fond, c'est le phénomène projectif de la personne qui regarde qui fait réagir. Mais cette projection, elle est entre la personne et l'œuvre. L'œuvre lui renvoie quelque chose. Et c'est cette partie-là qui fait que ça ne concerne peut-être pas l'artiste, ça concerne la personne elle-même. Voilà ce que je veux dire. On fait jaillir son émotion en négatif ou en positif, ou ses doutes à travers une œuvre, ou son questionnement. Mais je dirais que l'artiste, lui, là, n'est qu'un intermédiaire, au fond. L'œuvre, à la limite, n'est plus à l'artiste, elle est indépendante. Ce qui me semblait, enfin, je vais peut-être aller bien au-delà de ce qui est possible, c'est que finalement, c'est une frontière, votre œuvre. On regarde chacun à sa manière et qu'on possède chacun de manière différente. C'est un point de rencontre. C'est un point de rencontre, et en même temps, le public, à ce moment-là, dit quelque chose de lui-même. C'est justement... C'est là où ça peut être intéressant. C'est ce qui fait la projection individuelle à chaque fois face à une œuvre. Une œuvre a plusieurs dimensions. Elle a la dimension du regardant à chaque fois, tout le temps. C'est ce qui fait que, le fait de la réalité de l'œuvre fait qu'on va réagir différemment face à cette réalité. Un peu comme on va réagir face à un arbre. On dit, tiens, il est beau, il n'est pas beau, tiens, il m'impressionne, il me fait peur, au contraire, il est magnifique au printemps. Donc on réagit tout le temps par rapport à la nature, par rapport à la réalité. Et je dirais que l'œuvre d'art étant devenue réelle par le phénomène de la transformation, de l'élaboration en atelier, une fois que l'œuvre existe, eh bien, elle est soumise forcément à la perception de chacun. Et à partir de là, c'est la liberté qui prend le dessus, quoi, la liberté d'expression de la personne qui peut dire j'aime pas, et pourquoi je n'aime pas, et pourquoi je réagis par rapport à l'œuvre. Hein. On le voit bien au niveau de l'histoire de l'art, par rapport à la Joconde, par exemple, on parlait d'une œuvre connue, il y en avait bien d'autres, ou des œuvres qui se font agresser, détruites même par le public. Ça arrive aussi. Regardez les réactions d'une pièce de théâtre à Paris il y a 4 ans, où on a détruit une œuvre. Parce que c'était révoltant et on ne pouvait pas supporter justement cette pièce de théâtre. Il a fallu vraiment tout abandonner. Et il a... Le Clos Canal qui avait été mis sur la place. Exactement. McCarthy, voilà, c'est ça. Bon, je ne dirais pas, mais après, c'est alors ça, c'est encore autre chose. Là, je parle du phénomène. Au niveau d'aimer ou pas aimer, beau ou laid, c'est un autre problème. Il y a un autre problème. C'est encore un autre débat. C'est l'art business, quoi. C'est l'art. Eh oui. Bon, c'est encore autre chose. C'est pour ça que j'ai dit c'est le langage, mais le langage du business. Est-ce que c'est un langage? Oui, si tu dis que le business est un langage, d'accord, mais si tu mets un blog sur la place, moi je suis pas bien artiste, et il y a le mec qui a accepté que ça se place là. Un peu comme vous avez une œuvre, mais vous êtes en exposition. Quelqu'un a accepté que vous exposiez. Le bonheur, le bonheur. Donc là c'est pareil, il y a un artiste qui a fait son truc, mais on l'a exposé. Oui, et puis on le fait vivre et on le cautionne, complètement. On fait du business avec. Est-ce que dans 50 ans on trouvera ça génial ou pas? Moi je ne sais rien. Aujourd'hui, moi je ne trouve pas ça génial du tout. Ça ne fait pas d'émotion. En revanche, ici, puisque si on se place du côté du spectateur, moi je ne prends que l'émotion. Bien. Dans ton débat, tu as annoncé ton débat l'autre jour, tu as parlé du rapport entre le réel et comment tu le transposes. Moi, je pensais que tu allais parler de ça surtout. Mais moi, si je me place de l'autre côté, je prends l'émotion dans une œuvre. Voilà. Déjà. Ensuite, si je circule dans une exposition et qu'il y a des choses qui ne sont pas dans les codes, je peux me familiariser et progresser, changer de code, intégrer des choses. Mais pour moi, c'est d'abord l'émotion. C'est mon affaire. Je dirais mon affaire. C'est presque pas la vôtre, c'est la mienne. Absolument, justement, c'est ce qu'on dit. Ça ne nous appartient plus. Après, il y a la notion d'exposition. Moi, je trouve que ce qui est remarquable pour moi ici, c'est que vous êtes dans l'espace. On est dans un lieu qui est magnifique, mais qui est clos. Et toutes vos œuvres, moi je le ressens comme ça, ouvrent l'espace. C'est-à-dire que, toi, il y a l'espace, chez Bettina, il y a des formes qui donnent des volumes aussi dans ces tableaux. Toi, tu es dans l'espace, et toi aussi. Donc ici, pour moi, je trouve ce fameux quartet, c'est un quartet dans un espace. Dans un espace, vous ouvrez des fenêtres sur un imaginaire.
Hein, c'est découpé dans un lieu magnifique. Voilà. Après, ce que je trouve de particulier aussi, c'est la notion d'exposition. Par exemple, Bettine, tu exposes 14 tableaux. Tu vois. Et donc, du coup, tu vas, en termes de visiteurs, tu vas provoquer quelque chose d'autre qu'une seule œuvre. Moi, j'en choisis une, tu sais laquelle, elle est belle, elle est magnifique, elle me plaît. Mais après, si je regarde l'exposition, je suis visiteur dans une exposition. Et je regarde l'exposition, et j'ai une autre émotion de visiteur qui ne va pas acheter, mais qui dit, tiens, c'est sympa. Donc, c'est pas ce qu'on pouvait attendre de ce que tu avais annoncé de cet exposé que vous alliez faire. Ça, c'est plutôt le côté du spectateur. Si je me place en tant que spectateur, maintenant, si je me pose en critique d'art, ou si on dit qu'est-ce qu'il y a derrière ces tableaux, comment tu vois le réel, ce qu'on a discuté tout à l'heure, alors à ce moment-là, je te dis, bah oui, toi, tu es à tel endroit, toi, je te vois. Mais c'est de la critique qui, pour moi, n'a pas d'intérêt vis-à-vis de l'art, autre que d'en débattre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion. Le reste, on peut en débattre longtemps. C'est du conceptuel, tu peux dire, tu as un point de vue comme ça, Bruegel a un point de vue comme ça, toi tu as un point de vue comme ça, tu t'es dit la quatre pattes. Mais ce qui est peut-être formidable ici, tout simplement, c'est qu'on prend ce qu'il y a et on le prend avec émotion. Et moi, ce que je trouve assez magique, c'est quand on vient une première fois et quand on revient plusieurs fois. Finalement, on est un peu de chacun de vous chez nous, et quand on revient là, je sais pas, il y a une rencontre qui est déjà goûtée avant d'être dans la salle. Et on a à nouveau, enfin, pour moi c'est le cas, je veux dire, une émotion sur, par exemple, un même tableau, où par contre on va peut-être en redécouvrir un. Mais c'est assez rigolo aussi de voir les deux visions qu'on a à la première fois qu'on vient visiter une exposition et quand on revient. Donc finalement, si on cherche quelque chose, on a un désir de le retrouver, et puis on va le retrouver ou exactement pareil, ou un petit peu différent, et ça je trouve que c'est aussi assez magique. Très bien ça. Cette exposition, vous montrez un peu plus sur 10, 15 ans, 20 ans, ce que chacun Une rétrospective. Oui, après c'est encore autre chose. Oui. Là par exemple, je montre mon dernier travail pratiquement, mais il y a aussi la possibilité de présenter des œuvres sur le long cours et voir l'évolution. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vos œuvres anciennes, quelque part, vous les avez abandonnées parce que vous êtes sur un chemin qui vous tire vers l'avant, vers autre chose? On a tous vendu. Non. Non, je pense à abandonner, c'est, je dirais pas ce mot. Voilà. Non, je pense que évidemment, il prend une autre place, les anciennes, ils sont là. Mais il faut aussi, moi par exemple, tu vois, c'est aussi que les choses nouvelles que j'expose. Voilà, il n'y a pas du tout il y a juste le grand tableau que j'ai déjà exposé une fois, le reste c'est nouveau. Et c'est important aussi, parfois, tu vois, ça ne veut pas dire on abandonne le reste, en quelque sorte, il est aussi là-dedans, puisque tu vois, c'est un chemin qui continue, je veux dire, tu vois, c'est... Oui, vous nous emmenez sur votre chemin. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est mon instant d'avis. Moi, personnellement, je faisais des corps entiers au début, et je coupe de plus en plus. Pour chercher, mais c'est quand même, le travail est la même chose, que ce soit au corps entier, je cherchais un détail, une lumière, beaucoup de choses comme ça. Voilà, et entre la photo, un peu ça, et là, ce qui m'intéresse, c'est juste le détail, mais c'est quand même un bout du corps entier, comme tu veux, donc la suite y est quand même. Mais on évolue effectivement vraiment. Ça, c'est un code, parce qu'avant, le morceau, c'était considéré comme archéologie. Oui, voilà, oui, je fais l'inverse. On l'accepte, ça. Ouais, non. Nous, on l'accepte aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est clair que c'est... Voilà. Mais avec la même démarche, effectivement. Dans l'histoire de l'art, on voit comment les artistes ont pu évoluer de la Renaissance au XXe siècle. On constate à chaque fois des systèmes différents de la peinture et de la sculpture. Et l'évolution de l'art part toujours sur la base d'une réalité, mais le langage change et évolue en fonction des époques. Après, on pourrait développer beaucoup plus les notions de perception des artistes, la perception des artistes par rapport à la réalité du monde. Je prends l'exemple ne serait-ce que de Cézanne. Si je prends Cézanne, qui observe le monde et qui en fait a fait basculer toute la peinture du XXe siècle, de la cause à l'effet, il y a tout un cheminement, là aussi. Vous voyez ? Et pourtant, la réalité, c'était la montagne Sainte-Victoire, ou Trois Pommes. Vous voyez ? Et c'est en fait dans ce sens-là que ça devient intéressant. Alors, comment vous travaillez tous là ?
Mais moi j'ai beaucoup travaillé depuis tout petit parce que mon père était sculpteur. J'ai beaucoup fait de modelage parce qu'au début toutes mes sculptures étaient modelées en terre, ça. Avec toujours une recherche d'un détail. J'aimais beaucoup le travail des muscles, le travail de la lumière. Et petit à petit, c'est vrai que je commence à faire du moulage parce que j'aimais. Après, il y a cette frontière entre un petit instant de vie, enfin, un moment d'arriver à bloquer, parce que j'aimais beaucoup la photo aussi, donc, et la photo aussi, pareil, je faisais des détails. Et d'essayer de cumuler tout ça pour essayer de faire justement, d'avoir un petit, voilà, mes blocs où je bloque un petit peu, si on veut, un moment de la vie, quoi, voilà, avec toujours ce travail de lumière, parce que j'aime beaucoup l'architecture aussi. Et donc autrement, tout est en plâtre, ce que je fais c'est plâtre peint et poli. Mais ça peut être dans n'importe quel matériau. Le sujet prétexte est aussi intéressant. Oui. C'est des fragments de corps. Dans le détail, on zoome sur des parties du corps. Voilà, et puis en même temps, ce corps est réarticulé dans une forme d'architecture spatiale. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans ton travail, c'est que à la fois par rapport à la lumière, par rapport au bloc, on atteint une autre dimension qui est la dimension du volume, où le corps devient à la limite, s'articule au sein même du volume. Voilà, il n'y a pas que le corps, il y a aussi le volume qui exactement. Ensemble. Et cette notion de sujet-prétexte, je peux rejoindre Cézanne, je fais le pont entre Cézanne par exemple et le travail d'Olivier. Allons-y, osons. Hein. Au fond, c'est un peu ça. Non, mais parce que bon, c'est vrai que souvent on crée des limites. Et la limite, au fond, c'est quoi? C'est de se dire que Cézanne, lui, travaille avec la montagne Sainte-Victoire, il a passé sa vie avec la montagne Sainte-Victoire, à l'articuler dans tous les sens. Il a passé sa vie avec des pommes, en les articulant dans tous les sens, pour mettre en question la notion d'espace, pour mettre en question la notion de plan, pour mettre en question la notion de profondeur de champ sur un seul plan. Enfin bon, il a tout un travail théorique autour de ça. Mais c'était pas forcément la pomme qu'il voulait montrer. Mais exactement, il voulait surtout faire de la peinture et travailler autour de l'espace. La pomme était un sujet prétexte. La pomme, c'était tout l'univers pour Cézanne. Et comme la femme, ça peut être aussi tout l'univers, oui, ou l'homme, tout l'univers. C'est-à-dire que c'est un prétexte, un catalyseur. Le sujet peut être un catalyseur, c'est ça qui est intéressant. Et sur la base de ce catalyseur, eh bien, on peut développer une infinité de possibles. Et je crois que dans cette démarche-là, on sent chez Bettina aussi, on peut le sentir chez Boelem à travers ses arbres, dans cette répétition. Et la répétition, c'est aussi le phénomène de la transformation. On répète, mais on ne fait jamais pareil. Et je crois que là, on rejoint aussi l'infini de ce côté-là. Moi, je suis assez fasciné par ce rapport à la création d'un sujet dit prétexte, ou une réalité prétexte, qui va nous amener à ouvrir des pistes, ouvrir des voies. C'est au fond, mon travail, c'est exactement ça aussi. C'est-à-dire que je pars, c'est un voyage, mais le voyage est prétexte aussi. Bon, il y a la fascination, il y a l'émotion, il y a plein de choses qui se passent. Et puis ensuite, il y a la création. Mais cette création, elle va passer par des phases très complexes. Une fois qu'on voit le tableau, on se dit, bon, c'est là, c'est là. Et je voulais rebondir sur madame, qui dit, au bout de 2 ou 3 fois, je vois les choses différemment. Et je dirais que la personne qui crée, hein, en l'occurrence, moi-même, quand je travaille sur mes pièces, par exemple, tous les jours, je les regarde et je peux apporter 2 ou 3 touches à chaque fois, selon les lumières, et ça peut durer 2-3 ans, sur des pièces aussi petites. Mais c'est d'ailleurs une question que vous travaillez, parce que je n'arrive pas à comprendre quand est-ce que vous déterminez que votre œuvre est quelque part terminée. Ça se fait tout seul, je crois. Oui, il y a un moment quand même, on se dit, je ne peux plus rien faire. Voilà, on ne peut plus rien faire. Non, c'est pas possible, je vais recasser. Et dans l'absolu, une œuvre n'est jamais finie. On arrête une œuvre, mais forcément, elle n'est jamais finie. Mais à un moment, il faut décider d'arrêter quand même, parce qu'autrement, exactement. On abîme, on va... Je crois qu'il faut s'arrêter. Après, il faut s'arrêter aussi. Et puis, je crois que s'arrêter, ça veut dire aussi peut-être exactement en tenant compte de votre comportement, côté public, j'entends, revenir, redécouvrir en fonction de la lumière, en fonction de... C'est-à-dire savoir laisser une œuvre aussi. La laisser dans le temps, elle va se transformer d'elle-même. Ça paraît bizarre, en fait, c'est nous-mêmes qui nous transformons à travers la perception qu'on a de l'œuvre. Et ensuite, on va peut-être y apporter 2 ou 3 éléments. Oui, c'est ça. Ça peut être une cire, ça peut être 2 ou 3 couleurs qui vont se positionner. Et puis, petit à petit, le fruit a mûri suffisamment. L'œuvre n'est pas pour autant finie. J'ai un arrêt d'œuvre à un moment donné. Et cet arrêt, il sera définitif. En revanche, et en plus c'est mon obsession d'un point de vue pictural, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est justement reprendre
le même sujet et de voir comment je peux encore aller plus loin à travers ce sujet. Par exemple, quand j'ai vu ce Bosphore avec des clairs-obscurs, toutes les lumières, etc., donc j'ai eu la fascination des peuples antiques, les destructions, des reconstructions des empires. Enfin bon, il y a plein de choses qui se sont passées là, entre-temps. Et je me suis dit, mais toutes ces strates du passé, de cette antiquité qui se superpose, sans parler des effets politiques et autres liés à la domination des hommes, etc. C'est une autre histoire qu'on peut retrouver peut-être dans cette installation-là. Hein. Mais au fond, ces strates-là, je les ai vécues dans la démarche créatrice. C'est-à-dire qu'une œuvre m'amène à une autre œuvre, sur la même structure, donc sur la même strate. Et au fond, à partir de là, je vais la transformer. C'est au fond ce que fait Bettina aussi quand elle travaille le corps. C'est-à-dire qu'on retrouve le même iris, pratiquement. Le format carré, au sein même du carré, vous avez un cercle, et vous avez ce personnage qui évolue par le biais du graphisme, avec une technique particulière, ce même personnage, pratiquement, qui évolue. Et au fond, c'est ça qui est intéressant. Moi, je sais que dans mon travail, souvent, je reviens sur des mêmes structures, parce que mon mental m'amène à les faire évoluer. Au fond, il y a un rapport entre le mental et la technique, qui évolue tout le temps. Et très souvent, je suis dans un état de frustration. C'est-à-dire que au moment où je crée une peinture, j'en vois 5 ou 6 qui arrivent derrière, mais que je ne peux pas réaliser dans la même peinture. Le risque, c'est de détruire la même peinture en voulant la finir avec tous les 6 peintures qui restent. Donc forcément là, il y a une destruction. Hein. La sagesse, à mon sens, hein, j'ai appris aussi à être sage de ce côté-là, je me dis là, il faut laisser. Je ne dis pas arrêter, je ne dis pas finir. Je laisse. En revanche, je vais reprendre le thème, il y a une forme d'obsession sur le thème, vous voyez la récurrence des tons qui reviennent, etc. Mais ça sera à chaque fois différent. Une œuvre m'amène à une autre œuvre à chaque fois, pratiquement sur les mêmes bases. Et c'est vrai que c'est ce que le public peut ressentir quand il regarde une œuvre, en y revenant aussi. On voit différemment, simplement les paliers qui sont dans l'œuvre. Et une œuvre n'est jamais finie. C'est pour ça qu'une fois qu'elle se trouve dans un salon, dans une salle à manger ou dans un lieu d'exposition, elle va tout le temps évoluer. On le voit au niveau de l'histoire de l'art, quoi. Des œuvres qui sont à chaque fois analysées, retransformées, réinterprétées par l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'une œuvre en elle-même est un mystère. Si je vous parlais de cette œuvre-là, on pourrait passer toute une soirée, juste sur une œuvre. Peut-être que je ne serais pas d'accord avec vous. Peut-être. Mais là, ça ne serait même pas mon problème pour le coup. En fait, on est dans l'infini. C'est ça qui est fabuleux. Et pour revenir à cette notion de strate, c'est très important dans la peinture, quoi. Et il faut le temps. Et c'est le temps qui fait aussi la peinture. Enfin, là, disons la peinture, la sculpture. Et moi, c'est un travail beaucoup plus spontané. Moi, je n'ai pas travaillé 2 ans là-dessus, mais j'ai des choses sur lesquelles j'ai travaillé 2 ans. Mais là, c'est le premier jet qui est là. Et ça, tu vois, tu as aussi des... Toute cette série-là, c'est du premier jet. C'est un travail très spontané et c'est important. Tout ça, ça doit exister. À côté, j'ai aussi besoin de... Mais c'est des strates quand même, parce que c'est tout ton vécu d'abord. Oui, Moi, ça ne me dérange pas non plus d'anéantir une œuvre pour en créer une autre. Oui, absolument. Oui. Ça. Oui, la femme enceinte qui est devant. Donc, le bloc, là, les 2 blocs, c'est une statue. C'est sûr. C'est une statue entière que j'ai coupée. Ces photos, à un moment donné, elles m'appartiennent plus. Et du coup, elles appartiennent au passé. Et du coup, et je peins par-dessus des fois. Et même, elles sont complètement effacées. Il y a la peinture dessus, on ne dit du tout. C'est pour ça que je dis anéantir aussi. Et des fois, elles peuvent être transformées aussi, bien sûr. Mais moi, j'ai aussi des peintures qui ont 10 ans, qui ont une nouvelle vie maintenant, mais les 10 ans sont derrière. Et moi, je les sais. Et je pense que c'est même palpable aussi pour les personnes qui regardent, même si c'est pas... Il n'y a peut-être plus rien visible vraiment, mais c'est là, quoi. Voilà. Faire des choses érotiques, c'est très, très difficile. Parce que ça peut être trash. Et là, c'est très classe. Merci. Mais je peux te parler du réel. C'est, voilà, tu vois, je pars de quelque chose qui est concret devant moi, ou je pars de quelque chose que, moi, c'est aussi le toucher qui est très important, et que c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure quelque chose qui est sculptural aussi là-dedans. Dans mon dessin, je sens la sculpture. Alors c'est touché, vu, et après ressenti, les yeux fermés, j'ai les formes en moi, et après je les mets sur la feuille. Voilà,
tu vois. Alors il y a un rapport à une réalité vécue. Oui. Le fait qu'il y ait un vrai espace, que tu aies travaillé sur l'espace, c'est parce que tu n'as pas toujours travaillé dans la profondeur de tes personnages. Tu as souvent mis des journées chez moi, plutôt à plat, c'était intéressant. Et là, ce que j'ai trouvé assez nouveau, enfin, je ne connais pas toute ton œuvre, mais c'est qu'il y ait un volume. Justement, en plus, c'est des sphères ou des creux. Donc, l'ambiguïté dont on a parlé tout à l'heure. Et qui donne, comme si effectivement la proximité du premier plan faisait que le second plan est beaucoup plus loin, dans une sphère, comme dans un volume. C'est pour ça que moi j'ai trouvé qu'effectivement, dans ce quartet-là, il y avait vraiment un travail sur l'espace, y compris dans les peintures. Parce qu'on pourrait avoir que des aplats. Oui, ce qui est là, on a assez étonnant. beaucoup de choses, de perspectives, d'ouverture, partout. Oui, ça, je trouve. Et on s'y perd. On peut s'y perdre longtemps. Et on peut ne pas épuiser l'œuvre. Après, chacun réagit. Et ceux qui ont des aplats, mais par exemple, moi j'ai un tableau de toi en face de mon lit, je le regarde très souvent. Et je m'y perds tout le temps dans ce tableau, parce que je me laisse m'y perdre. S'il y a un choix à faire dans un tableau, j'ai envie de prendre un tableau dans lequel il y a une perspective, une possibilité de s'y perdre. Mais après, on peut avoir aussi une émotion sur le graphisme, que tu as souvent développé. Une émotion de spontanéité aussi. Parce que quand on parlait tout à l'heure de travailler, retravailler, à un moment donné, pour avoir aussi fait un peu de sculpture de temps en temps, on peut finir par affaiblir sa spontanéité. Très souvent. Et c'est un moment pour des où il faut raisons s'arrêter. de culture historique, on peut travailler la technique et oublier la spontanéité. Alors que c'est intéressant aussi d'avoir, voilà, j'imagine qu'il y a 14 tableaux, mais tu n'as pas fait 14 tableaux, tu en as peut-être fait 40, puis tu en as peut-être fait 15, je ne sais pas. Ce que disait Bonnard par rapport justement au travail ou au surtravail, la difficulté c'est de garder l'impression première. La difficulté c'est de garder l'impression première. Et souvent entre l'impression première et le surtravailler d'une œuvre, eh bien il ne faut pas que ça se sente au travail. Il faut que justement, qu'il se trouve cette dimension espace-temps, cette respiration, même si l'œuvre est passée par des phases très complexes. Mais il ne faut pas que ça se sente. Après, la technique, on ne doit pas la sentir. Elle est là, elle est inhérente à l'acte créatif, elle est dans l'expérience de travail, elle est dans l'expérience des matériaux, elle est dans l'audace aussi. De la manière de faire basculer une technique par rapport à l'audace qu'on peut avoir à un moment donné, hein, qui peut effectivement transformer une peinture. Elle est dans le doute aussi, elle est dans l'acharnement, et puis elle est ensuite dans la suspension. Et cette suspension, c'est ce qui fait que l'œuvre est toujours fragile dans une permanence, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de travail, qu'on peut être très peu, enfin peu importe, en attendant, elle se tient comme ça. Et c'est vrai que c'est très fragile, c'est très fragile, c'est très fragile. Travailler longtemps sur une œuvre sans pour autant détruire cette impression première ou du moins ce ressenti, cette émotion première. En même temps, ça permet des voyages multiples. Chez toi, par exemple, ça permet beaucoup de voyages parce qu'il y a beaucoup de travail. Oui, alors il y a beaucoup de travail et puis là pour le coup, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail sur le plan technique, c'est énorme déjà. Et sur le plan de la perception, c'est aussi assez complexe. Là, je suis dans une phase intermédiaire, je suis dans une bascule là, ces dernières années, sur le plan créatif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je dois aller plus vite. Donc déjà, ça va très vite là-bas. Mais plus vite dans le sens où... Mais ça, c'est une perception que j'ai toujours eue. Mais pour oser arriver à le franchir le cap, là, j'y suis en train, c'est d'être au diapason avec tout ce qui se passe dans le processus mental. C'est très particulier, c'est l'intimité de l'atelier, forcément. Voilà, je vous dis ça, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais c'est ce que l'on ressent profondément au moment où on crée. Voilà, moi, je sais que je suis très à l'écoute du processus créatif. La réalité, au départ, c'est le voyage, c'est tout ce qui s'est calqué au niveau du vécu, c'est les randonnées dans des endroits pas possibles, c'est
prendre des moments comme ça d'impression, je prends des notes. Il faut savoir que derrière ça, vous avez des dizaines et des dizaines de croquis sur le terrain. Après, je retransforme tout ça, je réarticule tous ces éléments. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la phase créative pure, un peu comme on fait une symphonie, où on avance, puis on se dit, tiens, là il y a une orientation, là il y a une autre orientation. En fait, d'une partition, on peut en faire plusieurs. Voilà. Je pense aux musiciens. Je pense aux musiciens. On est dans le quartet, on peut se permettre aussi de parler. Hein. Au fond, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'écris une partition, mais là, je vois d'autres partitions qui arrivent et je ne voudrais pas les perdre. Voilà. Parce qu'elles sont très riches de sens, du moins dans la subjectivité créatrice. Et je suis dans cette phase-là, intermédiaire, très fragile pour autant, c'est vrai, où je sens que c'est à la fois immatériel, mais pour arriver à matérialiser cette immatérialité de la perception, ça me demande beaucoup d'énergie. Voilà ce que je peux dire. C'est difficile à exprimer. Vous voyez, là, je vous parle du cœur de l'atelier. Hein. Je peux pas, à la limite, c'est difficile à exprimer. Voilà, et d'acceptation aussi, parce que bon, cette frustration, il faut la négocier aussi. Alors sur le plan technique, vous voyez l'aquarelle, on dit l'aquarelle ça va très vite. Eh bien pour moi ça va pas assez vite parce que les temps de séchage m'énervent. J'ai pas le temps que ça sèche, je voudrais à chaque fois, et en même temps, techniquement ou par rapport au métier, il faut respecter les temps de séchage forcément. Vous voyez, un temps de séchage, ben, je suis privé de l'élan, je suis obligé de... Alors ce que je fais, je travaille sur 4-5 peintures en même temps. Je prends une peinture, je la commence, je la laisse, je la mets de côté, je retravaille sur une autre peinture, je la laisse, je retravaille, et en même temps, je suis totalement en va-et-vient permanent sur des espaces-temps que je reconsidère à chaque fois. Là, je vous parle vraiment dans l'intime de la création, vous voyez, c'est vraiment ça. Et la frustration, elle est très liée aussi à cette démarche de difficulté liée à la technique. Et en même temps, sur le plan technique, c'est tout à fait nouveau aussi. C'est-à-dire que, techniquement, vous avez une complexité d'ingrédients qui s'articulent justement par rapport à l'historique de mon travail. C'est-à-dire que je peux très bien intégrer du dessin. Ce dessin, je vais le réarticuler en aquarelle. Je vais y revenir avec de l'acrylique. Je vais peut-être à un moment donné prendre juste un détail de ce dessin et le retransformer dans une autre peinture. Enfin, vous voyez, il y a des va-et-vient perpétuels qui font qu'à un moment donné, j'essaie de me mettre au diapason avec cet espace-temps mental. Parce que je trouve qu'au niveau de la connectique, on va beaucoup plus vite que le pinceau. Voilà, j'ai l'impression que j'en suis un peu là. Et ça me gêne en même temps. Parce que je sens que au moment où je mets le geste, je vois 2-3 peintures qui arrivent. Et pour moi, c'est un problème d'orientation et de direction que je suis obligé de gérer en permanence. C'est comme une partition où on entend une mélodie, puis d'un coup, il y a d'autres mélodies qui arrivent, parce que dans la continuité, on pourrait trouver une autre harmonie. Et là, on se dit, bon... Alors la frustration, c'est de se dire, bon ben je laisse, et le fait de se faire confiance en la vie, confiance en soi, confiance en... Parce que plus ou moins, ces choses-là, on ne les perd pas. Voilà ce que je veux dire. Donc la rassurance, c'est de me dire... D'accord, c'est ça. Tu l'as quelque part là. Donc il faut le laisser, il y a des temps de repos, de reprise, et ça revient. Et c'est vrai que je l'ai constaté par l'expérience, comme mes amis aussi à l'atelier. Quand on se remet à travailler, eh bien c'est là, c'est pas perdu. Ce qui a été ouvert, eh bien on l'a maintenant 6 jours après, une semaine après, un mois après, c'est toujours là, au bout du pinceau. Exactement. Et ça, je trouve que c'est rassurant. Parce que c'est vrai que le phénomène créatif qui est par pulsion comme ça et qui se développe au fur et à mesure, où il y a des mondes qui s'ouvrent. Je rejoins un peu ce que disait Nietzsche par rapport à la création, parce que je trouve ça tout à fait... La création, c'est un jeu qui nous emmène à découvrir non pas un monde, mais des mondes. Ce sont ces mondes-là qu'il faut arriver à maîtriser. Et moi, c'est cette difficulté. Alors qui plus est, je vous dis, je suis parti en Anatolie faire de la randonnée, puis ensuite on est parti à Istanbul, qui était Byzance, et puis après c'est Constantinople. Vous voyez déjà la complexité. Alors là, je me suis retrouvé vraiment dans un univers complexe sur le plan historique. Imaginez un millefeuille, hein, où il y a tout le passé qui se superpose, et regardez bien ces peintures, il y a tout un passé structurel dans la peinture elle-même.
C'est-à-dire que ça m'a aidé aussi à mieux comprendre comment je pouvais négocier ces mondes qui se superposent dans le mental et qui en même temps s'articulent dans la peinture. Voilà la difficulté qu'on peut rencontrer aussi dans la création. Alors à la fois il y a une jouissance parce qu'on se dit tiens les choses fonctionnent, ça évolue ça, mais à la fois il y a une frustration parce que ou alors il faut vraiment, et j'en suis là, à développer une méthode, une rigueur de travail pour arriver à chaque fois à ouvrir des pistes et les repérer tant bien que mal. C'est le côté passionnant de la création, quoi. Quelquefois il y a une porte, puis quelquefois il y en a 3-4 qui s'ouvrent, là, bon, puis après on se dit, bon, après il faut pouvoir, et c'est vrai que c'est une vraie question de création. Et on pourrait rebondir en disant que jouer, c'est apprivoiser. Ah mais jouer c'est apprivoiser et ouvrir des portes, absolument. Je suis très pour la notion de jeu. Le jeu pour moi c'est majeur. Je peux très bien ne rien maîtriser, mais en jouant je vais commencer à découvrir. En tout cas, merci à vous. Oui. Merci.